Merci Thomas. Mesdames, Messieurs, chers patients, chers collègues, bonjour à tous. Je vais vous parler en effet des nouveautés qui concernent le diabète de type 2 en 2017. Comme l'a effectivement précisé le docteur Wyss, c'est une maladie bien différente du diabète de type 1 et c'est important de le mentionner. On va voir un petit peu les spécificités. Alors, on parle toujours d'octet du diabète de type 2. En fait, c'est les 8 éléments qui vont conduire à une hyperglycémie dans le diabète de type 2. Il y en a pas mal, certains vous les connaissez, bien entendu, c'est la résistance à l'insuline notamment, c'est la diminution de la sécrétion d'insuline, mais il y en a d'autres, comme par exemple l'augmentation de la sécrétion du glucagon, certains effets au niveau du système nerveux central, et puis aussi, vous le voyez sur la droite, le rein est un acteur, puisqu'en fait, on sait que dans le diabète de type 2, on a une augmentation de la réabsorption du sucre, alors qu'au principe, on aimerait plutôt se débarrasser de cet excès de sucre. Et donc, ces différentes possibilités qui mènent à l'hyperglycémie conduisent aussi à des traitements qui vont cibler l'un ou l'autre ou plusieurs de ces mécanismes pour traiter l'hyperglycémie dans le diabète de type 2. Ces médicaments-là, vous les connaissez sans doute. Je vais vous parler aussi de noms de marques. Ce n'est pas que j'ai de conflit d'intérêts particulier. Finalement, ils sont assez balancés, mais enfin, je travaille avec toutes les firmes pharmaceutiques. Mais de l'ordre d'apparition sur le marché suisse, ces fameux inhibiteurs SGLT2, c'est un cotransporteur de sel et de glucose au niveau rénal. Il y en a trois, l'Invokana, le Forxiga et le Jardiance. Certains sont combinés avec la metformine que la plupart d'entre vous qui ont un traitement pour le diabète de type 2 connaissez, puisque la metformine, c'est le pilier pharmacologique du diabète de type 2. Alors ces médicaments, j'en parle un peu plus longuement parce que vous allez voir que c'est probablement l'avenir aussi, avec des effets qui sont indépendants de la glycémie. Comment ça marche? En principe, on a environ 180 grammes de glucose qui sont filtrés chaque jour. Et vous voyez ici, ce glucose passe dans le rein, mais il est réabsorbé essentiellement au niveau de ce cotransporteur sel-glucose qui s'appelle SGLT2 et aussi dans une certaine mesure par son petit frère, le SGLT1. Alors ce qui se passe, c'est que ces médicaments vont agir sur ce SGLT2 en l'inhibant. Et en l'inhibant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez le sucre qui passe et qui est filtré dans les reins ne sera pas réabsorbé et va donc passer dans les urines, être éliminé dans les urines. Ce qui permet d'avoir du sucre qui passe dans les urines, bien entendu, mais le sucre, c'est aussi des calories, comme vous le savez, donc on va perdre des calories avec ces traitements et perdre du poids. C'est un des avantages de ce médicament qui fait aussi baisser un peu la pression artérielle d'ailleurs, mais par contre, comme on entraîne un milieu humide et sucré au bout des voies urinaires, eh bien, on a un risque un petit peu augmenté quand même d'infection génitale à champignons. Alors, c'est plus la saison des champignons, mais enfin, c'est quelque chose qu'on peut voir malheureusement. Alors, chez qui c'est plutôt indiqué, ces traitements-là? C'est évidemment plutôt chez les patients qui sont en excès pondéral ou obèses, qui ont évidemment une fonction rénale conservée, parce que s'il n'y a plus de filtration rénale, le médicament ne va pas être effectif. C'est mieux de le donner chez les patients qui n'ont pas d'antécédents d'infection génitale ou urinaire. Le meilleur candidat, c'est l'homme circoncis. Voilà, c'est celui qui fera le moins d'infections génitales. C'est des médicaments qui, en eux-mêmes, n'entraînent pas d'hypoglycémie, sauf si éventuellement ils sont combinés à de l'insuline ou à des vieux médicaments comme les sulfonyluréas, que certains d'entre vous ont probablement encore. Évidemment, on les évite chez les patients qui ont des antécédents d'infection urinaire ou génitale, si la fonction rénale n'est pas optimale, et puis aussi s'il y a un risque de déshydratation. Pensez à des sujets diabétiques qui seraient un peu plus âgés, comme on entraîne une perte de sucre dans les urines, il y a toujours de l'eau qui va avec, et on risque, si on ne compense pas suffisamment en buvant, de perdre de l'eau et se déshydrater. Alors, je vais vous montrer cette étude EMPA-REG qui s'est intéressée à la sécurité cardiovasculaire de l'empagliflozine. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est une étude qui a fait vraiment marque dans le monde de la diabétologie, parce que c'est la première fois qu'on avait un médicament qui apportait un bénéfice cardiovasculaire et pas juste une réduction du taux de sucre. Cette étude s'est intéressée à étudier l'effet donc de l'empagliflozine, c'est le Jardiance, son nom de marque, chez des patients diabétiques de type 2 qui étaient à haut risque cardiovasculaire. La plupart, ils avaient déjà fait un infarctus ou ils étaient connus pour une maladie coronarienne et ils étaient très souvent traités aussi pour une hypertension, pour trop de cholestérol et ils avaient souvent aussi de l'aspirine cardio, je pense que ça parle à certains. Vous le voyez peut-être pas bien, mais si on compare ce médicament
l'empagliflozine Jardiance par rapport au placebo, eh bien, on a une amélioration de la mortalité cardiovasculaire, c'est-à-dire une diminution de la mortalité cardiovasculaire chez les patients à haut risque. Et probablement que cet effet, il est indépendant de la réduction de la glycémie elle-même. Donc, enfin, un médicament dans le monde du diabète de type 2 qui permet non seulement d'améliorer le taux de sucre, mais surtout d'améliorer le profil cardiovasculaire et d'éviter des morts. Au niveau rénal, cette étude a montré aussi un peu plus tard avec les mêmes patients que le médicament, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer parce qu'il agit sur le rein, on pourrait penser que c'est peut-être pas très bon pour le rein, bien, en réalité, ce médicament protège aussi le rein et en fait va empêcher ou en tout cas retarder la mise en dialyse pour des patients qui seraient éventuellement candidats. Regardez ici, sur la partie gauche du graphique, vous avez l'empagliflozine à 2 dosages. On les a les deux maintenant en Suisse, mais il n'y a pas de différence entre ces 2 dosages. Et puis le placebo, donc un comprimé pour beurre, vous connaissez bien. On voit qu'au moment de l'initiation du traitement, on a une réduction du débit de filtration glomérulaire, c'est les 2 lignes violettes et bleues, puis ensuite une stabilisation, alors que sous placebo, on a un déclin continuel de la fonction rénale. Donc ce médicament non seulement protège le cœur, mais protège aussi le rein, et ça c'est quelque chose de bénéfique, parce que comme vous le savez, malheureusement à l'heure actuelle, le diabète reste la cause numéro 1 d'insuffisance rénale chronique avec passage en dialyse. La petite sœur de ce médicament empagliflozine, Jardiance, c'est une autre molécule, mais qui agit sur le même récepteur au niveau rénal, c'est la canagliflozine, c'est l'Invocana. Et ça, c'est cette année que ça a été présenté au Congrès américain du diabète. Et vous voyez, si vous regardez de près, pour l'issue composite qui était un mélange de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus non fatal ou d'attaque cérébrale non fatale, on a aussi un bénéfice pour ce médicament. Mais si on prend chacun de ces différents items de manière séparée, il n'y a pas de bénéfice significatif. Donc ça semble être moins puissant en termes de protection cardiovasculaire que le Jardiance. Ça protège aussi le rein, on retrouve un effet qui est probablement un effet de la classe médicamenteuse, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est ceci. Vous voyez ce qui est encadré en rouge, c'est le taux d'amputation. Il y avait un doublement de l'amputation, c'est essentiellement orteil et avant-pied, chez les patients qui étaient sous le traitement canagliflozine par rapport aux patients qui étaient sous placebo. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de recommandation claire. Personnellement, je pense que si vous avez ce médicament, l'Invocana, et que vous avez une sensibilité des pieds qui est altérée, votre médecin l'a sans doute testé avec le diapason pour voir la sensibilité à la vibration, ou que vous avez déjà eu un antécédent de blessure ou d'ulcère de type pied diabétique, je pense qu'il faudrait arrêter ce traitement parce que le risque, à mon avis, est quand même trop important d'aller éventuellement vers l'amputation puisque le risque est doublé. D'autre part, ce médicament entraîne un risque de fracture aussi, et peut-être que chez surtout la femme d'un certain âge, ce n'est pas le meilleur traitement à concevoir, donc Invocana, attention. Maintenant, cette catégorie médicamenteuse, ces inhibiteurs SGLT2, donc les 3, Jardiance, Invocana et le dernier, c'est le Forxiga, à mon avis, c'est quand même des médicaments d'avenir, parce que si vous regardez ici, sur cette diapositive, chez tous les patients qui étaient traités par ces médicaments-là, eh bien, on constate qu'on a une réduction de la mortalité toute cause, on ne connaît pas très bien les mécanismes, et aussi une réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. C'est vrai que l'insuffisance cardiaque, c'est quand la pompe cardiaque n'est plus suffisamment vaillante et que parfois vous développez des œdèmes au niveau des membres inférieurs, une rétention d'eau ou éventuellement des problèmes respiratoires parce qu'il y a de l'eau dans les poumons. Ces médicaments-là peuvent vous aider. Et ici, vous voyez clairement que si on les poule les 3 ensemble, on a une amélioration qui est significative. Je vais passer à une autre catégorie de médicaments que vous connaissez sans doute bien. Ce sont des injectables. C'est ce qu'on appelle agonistes du GLP-1. Je vais vous dire ce que c'est que ce GLP-1 de manière un peu plus précise. En termes de nom de marque, c'est le Byetta, c'est le Victoza, c'est le Trulicity, c'est le Bydureon, et c'est récemment sur le marché le Lixumia qui est sorti il y a environ 1 mois. Alors, le problème, c'est que c'est des injectables, mais c'est des médicaments qui ne font pas d'hypoglycémie et qui permettent aussi de perdre du poids. En général, en début de traitement, pour ceux qui l'ont éprouvé, on a souvent des nausées, des douleurs abdominales, voire des vomissements. Et c'est vrai que si on serre un peu les dents et qu'on attend un peu, ces effets s'estompent avec le temps et permettent ensuite d'améliorer la situation glycémique.
Alors ce GLP-1, c'est quoi? En fait, c'est le glucagon-like peptide. C'est un peptide qui a été identifié chez cet animal que j'aimerais pas croiser d'ailleurs dans la nature, mais enfin voilà. C'est le monstre de Gila, ou Eloderma suspectum pour ceux qui adorent le latin, ce qui n'est pas mon cas. Il mange seulement 4 fois par an. Et puis en fait, dans sa salive, il y a un peptide, l'exandine 4, qui a été identifié en 92, qui est très similaire à ce fameux GLP-1, qui est la cible thérapeutique de ces nouveaux traitements. Puis en fait, on s'est aperçu chez ce monstre de Gila que l'exandine 4 ralentissait la vidange gastrique, diminuait l'appétit, augmentait les taux d'insuline et diminuait les taux de glucagon. Et en fait, ça lui permettait à ce lézard d'attendre quelques mois jusqu'au prochain repas, puisqu'il mangeait 4 fois par an. Donc à partir de là, les industries pharmaceutiques ont développé ces produits que je vous ai mentionnés juste avant. Est-ce que c'est des médicaments qui sont importants et dont le bénéfice peut aller au-delà de l'amélioration du taux de sucre? La réponse est oui pour un seul d'entre eux à l'heure actuelle, c'est le Victoza, parce qu'en fait, c'était l'étude LEADER qui avait inclus des patients diabétiques de type 2 similaires à l'étude précédente que je vous ai montrée, et on avait un bénéfice significatif pour le Victoza par rapport au placebo, avec une réduction de la première occurrence de mortalité de cause cardiovasculaire, d'infarctus myocardique non fatal ou d'attaque cérébrale non fatale. Donc, le deuxième médicament dans l'histoire de la diabétologie qui permettait de protéger le cœur chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Et pas seulement le cœur, mais aussi le rein, puisqu'on a un bénéfice rénal aussi pour ce médicament. Donc, 2 médicaments maintenant sur le marché qui permettent de protéger le cœur et le rein. Alors, est-ce que c'est indiqué pour vous? Oui, non. La Société suisse d'endocrinologie et diabétologie a revu ses recommandations. Et si vous êtes concerné par la maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire que vous avez déjà fait un infarctus, ou que vous êtes connu pour une angine de poitrine, ou que vous avez eu une coronarographie et puis qu'on vous a dit il y a quelque chose, je pense que dans ce cas-là, vous pourriez bénéficier, après la metformine, de l'introduction de l'un ou l'autre de ces 2 médicaments, en particulier le Jardiance ou le Victoza. Il faut se rappeler quand même que ces injectables, c'est des injectables, contrairement à l'autre qui est un comprimé, c'est donc plus difficile à administrer. Et pour des raisons de remboursement, il faut avoir un index de masse corporelle, si on fait le poids divisé par la taille au carré, qui soit au moins à 28 kg par mètre carré. Donc il faut être en excès de poids ou obèse. Maintenant, vous allez me dire, mais si on combine les deux, si je mets Jardiance Victoza, ça va être le total bénéfice pour mon cœur et pour mes reins. Eh bien, c'est une bonne question, on ne sait pas, il n'y a aucune étude qui a étudié ces 2 produits en même temps. Et en plus, les assurances refusent de rembourser l'association de ces produits si on ne leur fait pas la demande. Comme discutait M. Maillard au début, c'est vrai qu'on doit un peu lutter avec les assurances. Personnellement, il m'arrive de combiner ces 2 traitements, mais je dois faire la demande. Et les réponses des assureurs, c'est vraiment navrant, mais parfois ils vont demander aux firmes d'offrir un paquet gratuit, enfin, des économies de bout de ficelle quand on voit les primes qu'on paye. No comment. Bien sûr, les traitements médicamenteux, c'est quelque chose, mais je pense que la base de la base, c'est ça. C'est l'activité physique et l'exercice dans le diabète. Et là, on a des recommandations qui sont sorties en fin d'année dernière. On propose, quand on a un diabète, de faire de l'activité physique pendant au moins 2h30 par semaine, partagée en au moins 3 sessions, maximum 2 jours de suite sans activité physique. Alors, quel type d'exercice ? C'est les 2 types d'exercices. Les exercices aérobie, donc l'endurance, aller courir un peu ou marcher de manière rapide, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire les séances intensives, mais aussi les exercices non aérobie de résistance, un peu de musculation, c'est toujours bien aussi. Donc combiner un petit peu les 2, si possible tous les jours. Et la nouvelle recommandation, c'est cette dernière. Lorsqu'on est assis de manière prolongée, on devrait faire une activité modérée toutes les 30 minutes. Ça fait combien de temps qu'on est assis là? Un peu plus. Alors pour ceux qui le peuvent et qui n'ont pas d'handicap, je vous propose de juste vous lever pour qu'on puisse faire l'exercice de se dire, voilà, 30 minutes, on s'étire un petit peu, on tourne, on s'est un petit peu dégourdi les jambes, et maintenant, c'est comme ça qu'il faudra le faire de manière habituelle. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Je pense que c'était assez bien de pouvoir faire l'exercice. Vous voyez, toutes les 30 minutes, c'est pas rien quand on a un travail de bureau, qu'on est assis derrière l'ordinateur toute la journée. C'est donc important.
Il y a des programmes d'activité physique qui existent, c'est notamment le programme Diafit. Je pense que certains d'entre vous l'ont fait. C'est un programme qui est remboursé par les assurances maladie. Il y a plusieurs centres Diafit en Suisse. Et en fait, il y a toujours une consultation initiale par un médecin. Ensuite, il y a un suivi de 12 semaines avec, vous voyez, des activités physiques organisées en groupe avec des ateliers, une évaluation clinique à la fin, pris en charge. Au HUG, on a des séances qui vont commencer bientôt pour ceux qui habitent Genève, vous voyez, du 8 janvier au 4 avril ou de 9 avril au 2 juillet. Il y aura évidemment, pour plus d'informations, un stand Diafit. Et nous avons, je crois, aujourd'hui la co-responsable du groupe Diafit de Genève, Ildiko Santo Denes Carpentier, qui est ici. Donc si vous avez des questions pour elle, pour les Genevois, n'hésitez pas à aller lui poser des questions. Et même si vous n'êtes pas Genevois, que vous voulez faire le Diafit à Lausanne ou à Cuy ou ailleurs, vous pouvez aller la voir quand même, elle vous donnera des infos. Je repars sur les traitements. Vous avez entendu parler tout à l'heure d'insuline. Évidemment, c'est le traitement numéro 1 pour les diabétiques de type 1. Et il y a plusieurs profils, plusieurs insulines. C'est assez compliqué, je ne vais pas aller dans les détails, mais juste vous dire que cette nouvelle insuline qu'a évoqué mon collègue tout à l'heure, elle a le joli nom de Fiasp. Voilà, encore un nom compliqué à mémoriser, mais enfin, juste pour vous dire que cette insuline est plus rapide que sa grande sœur, la Novorapid. Pour ceux qui sont sous insuline rapide, vous connaissez Novorapid, Humalog, Apidra, c'est les insulines qu'on administre avant un repas. Alors celle-ci, elle agit encore plus vite. Est-ce que c'est bien pour les patients ou pas bien? J'ai encore peu de recul parce qu'elle est là depuis fin septembre. Certains me disent oui, certains me disent non. Mais juste pour l'image, si on injecte, par exemple, la Novorapid ou l'Humalog ou l'Apidra avant le repas, ou la Fiasp après le repas, on aura le même contrôle glycémique. C'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée. Peut-être que chez les gens qui s'injectent après le repas parce qu'ils ne sont pas sûrs de savoir ce qu'ils vont manger, qu'ils sont au restaurant, que c'est compliqué, etc., peut-être que cette insuline peut apporter un bénéfice. Toujours dans les insulines, on est toujours préoccupé par l'aspect de sécurité cardiovasculaire dans le monde de la diabétologie. Eh bien, une insuline n'avait pas encore fait la preuve de sa sécurité cardiovasculaire, c'est l'insuline Degludec ou Tresiba pour les patients qui en auraient. C'est une insuline de très longue durée d'action et cette année, de nouveau, a été présenté son bénéfice ou sa sécurité cardiovasculaire. Elle était comparée à l'insuline Glargine, c'est la Lantus ou Abazaglar ou Toujeo pour ceux qui auraient ce type d'insuline-là. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, on est identique en termes de sécurité cardiovasculaire. Donc la Tresiba, elle est sécuritaire sur le plan cardiovasculaire et tant mieux. Il y avait aussi moins d'hypoglycémie avec cette insuline qu'avec la Lantus, mais ça, vous le saviez déjà pour ceux qui ont peut-être utilisé ces traitements. Je vous ai parlé pas mal d'études, de recherches. C'est vrai que c'est un des objectifs de la Fondation, non seulement de soutenir l'information et la prise en charge des patients, mais aussi évidemment de financer la recherche, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec nos 2 lauréats. Et nous avons actuellement une étude en cours au HUG, et je vais passer 2 minutes la parole à Pauline Gosselin pour qu'elle vous présente cette étude, parce qu'effectivement, on recrute, même ici, le bus santé est tout prêt. Merci Pauline. Merci François, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler très brièvement, parce que j'ai que quelques minutes, d'une étude qu'on fait actuellement au HUG, où nous étudions la relation entre le diabète, l'obésité et l'horloge biologique. Vous avez peut-être entendu parler du dernier prix Nobel de médecine, qui était pour les chercheurs qui ont découvert les gènes de l'horloge. Il faut savoir que l'horloge qu'on a dans le cerveau, qui est contrôlée par les cycles de jour et de nuit, elle régule énormément de processus physiologiques, comme la température corporelle, l'activité rénale, etc., vos cycles d'activité, également l'appareil cardiovasculaire. Et il y a pas mal d'études qui ont montré des relations entre le développement de maladies cardiovasculaires, le développement de l'obésité, du diabète, dû à un désordre de l'horloge biologique. Donc, pour notre étude, nous recherchons des patients diabétiques de type 2 qui ont entre 40 et 75 ans, qui ne travaillent pas la nuit, qui ne prennent pas de somnifères et qui ne sont pas appareillés pour les apnées du sommeil. Je suis sur le bus santé qui est juste devant toute la journée. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous recrutons jusque mi-décembre. Il me manque actuellement encore une dizaine de patients diabétiques de type 2. Je recherche également des patients qui seraient en surpoids avec un indice de masse corporelle au-dessus de 30 kg par mètre carré. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de plus d'informations. Et sachant que pour vous, cette étude implique de venir juste une fois
pour faire une prise de sang, une biopsie au niveau de l'épaule, et on va vous donner un bracelet à porter pendant 2 semaines qui va mesurer vos phases d'éveil et vos phases de sommeil, votre activité physique et votre température. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le bus pour que je vous en parle plus de l'étude, et on peut sur le bus vous mesurer votre hémoglobine glyquée. Donc n'hésitez pas juste à venir faire un contrôle également de votre glyquée. Merci à tous. Merci beaucoup, Pauline. On a parlé de recherche, on a parlé de traitement, des aspects relativement techniques, mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est l'importance de l'éducation thérapeutique. La prise en charge du diabète, ce n'est pas que le médecin, c'est aussi les infirmières, les diététiciennes, les psychologues éventuellement, les maîtres de sport, donc vraiment tout un panel de gens qui sont très importants, parce que des fois on oublie le b.a.-ba, par exemple, que si on est sous insuline, la technique d'injection, il faut y prendre garde. De nos jours, on favorise les aiguilles courtes, 4 à 6 mm. Si vous êtes encore à du 8, 10 ou 12 mm, c'est peut-être trop long, et c'est peut-être pas des injections sous-cutanées, mais intramusculaires que vous faites. Ça, c'est important. La vitesse d'absorption de l'insuline, elle varie selon le site d'injection. En admettant que Roger Federer était diabétique, s'il s'injecte dans le bras avant de prendre la raquette pour un match, eh bien lui, il aurait rapidement une montée d'insuline et peut-être des hypos en plein match. Donc il est important d'inspecter aussi les sites d'injection, parce que même si vous faites qu'une seule injection d'insuline par jour, si vous faites toujours au même endroit, comme ceci, eh bien peut-être que vous risquez de développer cela. Alors la photo de gauche, ce ne sont pas des testicules non descendus, ce sont des lipohypertrophies, des boules de graisse, parce que l'insuline est une hormone qui est une hormone trophique, comme on dit, c'est-à-dire qui a tendance à former, à construire, à stocker et qui fait des boules de graisse. Et la personne à droite, ce n'est pas des abdos, c'est aussi des lipodystrophies. Là, on les voit, parfois on ne les voit pas bien. Ça vaut la peine de passer la main le long des sites d'injection pour palper si on ressent ces petites boules de graisse. Et si on en a, évidemment, d'éviter à tout prix d'injecter dans ces zones de lipodystrophie. Vous voyez qu'on a plein de sites d'injection potentiels. Alors, juste avant la pause, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous ouvrir l'appétit, mais enfin, je vous parlais tout à l'heure du risque d'amputation avec la canagliflozine, l'Invocana. Je pense que l'éducation thérapeutique, c'est aussi de vous informer du risque que le diabète comporte pour les lésions de type pied diabétique. Il faut quand même rappeler que le diabète, c'est la cause numéro 1 mondiale d'amputation non traumatique. Donc si vous avez une baisse de la sensibilité au niveau des pieds, je pense qu'il vaut la peine de se les observer quotidiennement. Si vous avez des problèmes de mobilité, peut-être face à un miroir, ou d'avoir quelqu'un qui vous aide pour cela, afin d'éviter ces problèmes qui peuvent être dévastateurs. Un des gros problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les pédicures podologues ne sont pas remboursés pour une séance de 70 francs, mais l'assurance préférera payer l'amputation et toutes ses conséquences. On va pas aller dans les détails pour ce débat, mais enfin, c'est important de contrôler ses pieds. Pour conclure, je dirais que la majorité des antidiabétiques a un effet neutre ou inconnu sur la mortalité cardiovasculaire, sauf vous avez vu ces 2 traitements, le Jardiance et le Victoza, respectivement pagliflozine et liraglutide, qui chez les patients à haut risque cardiovasculaire apportent un bénéfice et qui devraient être favorisés si on a fait un infarctus, et que les autres médicaments bien entendu restent valables, mais il faut tenir compte des effets secondaires, du risque d'hypo, du risque de prise de poids, perte de poids chez chaque patient évidemment, mais n'oublions pas le principal. Le principal, c'est non médicamenteux. Je vous ai parlé d'activité physique, mais c'est de manger moins, c'est de manger mieux, et bien entendu, comme vous avez compris, de bouger plus. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cet éclairage de nouvelles approches thérapeutiques, dont certaines sont plus nouvelles, c'est des vieilles comme Mathusalem. Et puis les nouveautés ont été bien présentées clairement. Je pense qu'il y aura des questions à poser. Profitons. On a 10 minutes pour des questions où François va se faire un plaisir de vous répondre. Oui, bonjour. Vous avez parlé de la FIASP, la nouvelle insuline ultra rapide. Est-ce qu'elle est valable aussi pour le diabète de type 2 ? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'elle est plutôt indiquée à l'heure actuelle chez les diabétiques de type 1, mais enfin, on peut l'utiliser chez les diabétiques de type 2. Comme le recul est très court, je ne peux pas vous répondre vraiment exactement pour cette question-là, mais si vous souhaitez l'essayer, je pense que vous pouvez en parler à votre médecin, bien sûr. D'accord, ok. Merci. Bonjour, j'aimerais que vous parliez du
L'insuline Xultophy. Alors, le Xultophy, c'est une bonne question. C'est un mélange d'insuline, d'Egludec, la Tresiba, et de liraglutide, le Victoza. Donc, ce Xultophy, c'est un mélange Victoza-Tresiba. Et c'est vrai que c'est relativement bien comme produit parce qu'on combine deux produits différents, de classes différentes, dans une seule injection quotidienne. Et effectivement, il y a dans ce produit celui qui est bénéfique sur le plan cardiovasculaire. Et surtout, je pense que l'avantage, c'est d'éviter l'insuline seule, parce que quand on donne de l'insuline seule, eh bien, vous savez que ça fait prendre du poids. C'est le risque majeur, c'est la prise de poids, puis le risque d'hypoglycémie, le taux de sucre qui descend trop. Et si on combine avec ce médicament, liraglutide, Victoza, qui est à l'intérieur, on a des fois tendance à éviter le risque d'hypoglycémie, puis éviter le risque de poids, parce que des fois, c'est la spirale infernale avec l'insuline. On prend du poids, ensuite le contrôle du taux de sucre est moins bon, on monte les doses, et c'est un peu le cercle vicieux. Donc des fois, d'ajouter ceci dans un seul et même produit, c'est quelque chose qui est bénéfique. Le Xultophy, donc deux produits, un deuxième médicament qui vient de sortir maintenant, qui combine l'insuline Lantus et le Lixumia, un médicament du même type que le Victoza, qui s'appelle Sulica, qui est sorti aussi, qui peut être bénéfique peut-être chez certains patients. Les noms deviennent compliqués pour le généraliste, c'est pas toujours une mince affaire, il faut avouer. Cette insuline, nouvelle insuline, ça ira aussi pour les pompes à insuline? Alors, la nouvelle insuline ultra rapide, la FIASP, est effectivement admise dans les pompes à insuline. Ouais. Je ne sais pas si, Giacomo, tu as déjà testé chez un patient ou une patiente dans la pompe. J'ai deux patients. Ouais. J'ai deux patients qui ont testé avec des pompes à insuline. Une personne qui m'a dit qu'elle trouvait que c'était bien, puis l'autre qui n'a pas eu l'impression qu'il y avait des changements. Ouais. Bon, personnellement, moi j'utilise depuis des années, je connais bien. Mais moi je pense que c'est une très bonne chose parce que souvent c'est beaucoup trop long pour que le sucre descende avec l'insuline rapide qu'on a actuellement. Et puis la durée de l'insuline, c'est aussi environ 4 heures ou... Vous avez testé ça déjà? En fait, la durée de l'insuline, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est proportionnel à la dose injectée. Donc, plus vous allez injecter une dose conséquente, plus la durée de l'insuline va être conséquente. Ah oui, d'accord. L'intérêt de la FIASP, sur la durée, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est quasiment la même chose que les autres insulines rapides. La différence, c'est la rapidité d'action. Donc, il y a plus d'insuline dans les 20 premières minutes qu'avec les insulines rapides précédentes. Eh bien, ça serait parfait. Merci beaucoup. Bien, bonjour. J'aimerais savoir si le Jardiance peut avoir un certain bénéfice sur un diabète de type 1, donc des injections. Est-ce qu'il peut apporter encore quelque chose de plus? Le Jardiance, donc un médicament qui se prend par la bouche, c'est un médicament qui est essentiellement réservé aux diabétiques de type 2 pour la simple et bonne raison que si on manque d'insuline, c'est le cas dans le diabète de type 1, ce médicament peut entraîner parfois une complication qui est rare, mais qu'on appelle l'acidocétose euglycémique. C'est comme la décompensation acidocétosique du diabétique, mais avec un taux de sucre normal. C'est rare, mais c'est donc un médicament qu'il faut réserver aux diabétiques de type 2. Alors, si on change de site d'injection ensuite, progressivement, ça va se résorber. Alors, le patient un peu caricatural de gauche, avec ses énormes boules, là, je pense que ça va être difficile, sans chirurgie esthétique. Mais l'autre, où c'est plus modéré, oui, si on évite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on aura une régression ensuite de ces boules. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. C'était tellement clair. La régie, vous pouvez... On va juste dire que dans certaines situations de diabète de type 1, on a quand même utilisé le Jardiance. Et Jardiance est un nouveau médicament avec beaucoup de vertus. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours.